Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du CENAC, le Centre pour l'action non-violente, et de l'association Sortir de la violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offre pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Ahimsa. Ariane et Benoît Tirant-Guibert sont à nouveau mes invités pour ce 21e épisode du podcast. Je vous recommande bien sûr d'écouter le numéro précédent afin de découvrir la première partie de l'interview de ce couple, cofondateur de l'association belge Sortir de la violence, qui nous offre des outils puissants pour repérer où commence la violence, la nôtre et celle des autres, et transformer celle-ci. Dans cette suite, nous allons davantage nous pencher sur la dimension spirituelle de leur vocation pour la non-violence, notamment leur relecture des évangiles et l'inspiration qu'a été pour eux Jean Gosse. Ce dernier fut en effet l'un des acteurs majeurs de la non-violence active dans le monde. Prisonnier durant la Seconde Guerre mondiale, il sera sauvé d'une condamnation à mort grâce à l'intervention du chef de camp allemand, touché par sa foi et son témoignage d'amour. Il conduira ensuite dans sa vie de nombreux mouvements, pays et personnalités à emprunter le chemin de la non-violence. Écoutons Ariane et Benoît Tirant-Guibert nous raconter qui était pour eux Jean Gosse. Il est né dans une famille nombreuse et relativement pauvre, d'autant plus que son père, qui était chanteur d'opéra, a perdu sa voix dans les tranchées, donc ça a été très difficile. Et du coup, Jean Gosse a dû très jeune travailler. Et comme il avait en lui le sens de la justice, en fait, je crois que ça l'habitait vraiment très rapidement. Il s'est engagé dans les syndicats, etc. Et puis, au moment de la guerre, on lui a dit que il y avait un grand méchant Hitler à aller combattre. Donc, il est parti combattre. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il passait ses journées à tirer sur des êtres humains comme lui, des pères de famille comme lui, des syndicalistes comme lui, qu'il n'était pas du tout en train de tuer le grand méchant Hitler. Et donc, ça l'a vraiment beaucoup traversé. Et puis, à un moment donné, ils ont été faits prisonniers. Et C'était la nuit de Pâques, si je ne m'abuse, où ils savaient qu'ils allaient être faits prisonniers, ils ne pouvaient plus s'enfuir, ils couvraient la retraite de l'armée française. Et il a eu comme une expérience mystique très profonde, où tout à coup, il a eu une prise de conscience que la seule chose qui vraiment ferait évoluer le monde, c'était l'amour. Et puis il s'est retrouvé encore prisonnier. Et là, il a essayé de vivre cet amour. Mais évidemment, il n'y est pas arrivé du tout parfaitement. Et là, ça a été le génie. Et moi, je dis, s'il n'y a qu'une seule chose à dire de Jean Gosse, c'est ça. C'est en fait que Jean Gosse, il a dit à ceux avec qui il était, je sais que vous n'y croyez pas, mon amour, à ce que moi je crois, mais je vous demande de m'aider. Et quand je ne suis pas amour, dites-le moi. Et si vous avez une idée, donnez-moi votre idée. Et c'est fantastique parce que qu'est-ce que Jean Gosse leur dit là ? En fait, nous avons tous très peur de notre rayé, de ce qui en nous n'est pas tout transparent. Et Jean Gosse, il avait plus du tout peur de ça. Il demandait qu'on lui dise pour avancer, parce que c'est vraiment une clé pour ouvrir les portes. En fait, si on le reconnaît soi, l'autre n'est plus menacé. Et l'autre va pouvoir très souvent, pas toujours, mais le reconnaître. Et Jean Gosse, pour ça, était un magicien, parce qu'il avait plus peur, il vivait avec ça. Et ça, grâce à ce qu'il a vécu dans les camps. Ouais. Donc, nous, on ne l'a pas connu de son vivant. Mais Jean Gosse, avec sa femme, avec Hildegarde, ils ont été acteurs, notamment au niveau de l'Amérique latine, toute la période où il y a eu les dictatures. Ils ont été notamment au niveau de People Power, le combat non violent aux Philippines, notamment en Afrique. Donc, ils ont été des acteurs du MIR, du Mouvement international de la réconciliation, dans l'Église catholique. Ils ont fortement aussi interpellé sur ce qui n'était pas cohérent avec le message. Donc voilà, c'est des personnes qui ont donné toute leur vie
et qui toute leur vie ont été des apôtres de la non-violence, si on peut dire. Donc nous avons rencontré Hildegarde, mais pas Jean. Nous, en Équateur, on faisait tout ce chemin de non-violence et on avait des amis en Belgique qui connaissaient Jean Gosse. Et il se trouve que Bruno, qui avait été voir Jean Gosse quand il était encore vivant à Paris, a reçu de lui un livre en espagnol qu'il nous a envoyé. Et donc, à travers ce livre et à travers aussi les gens qu'on a rencontrés du MIR à Quito, on a découvert l'existence de Jean et Hildegarde et on a tout de suite senti que leur témoignage nous parlait énormément. Et est-ce que vous auriez des livres de lui ou d'elle, enfin de sa femme, que vous recommanderiez particulièrement ? Le livre que nous conseillons le plus, même si je crois qu'il est difficile à obtenir, c'est « La non-violence, c'est la vie ». Donc c'est une interview de Jean Gosse. Après, il y a un autre livre plus récent qui lui est peut-être plus facile. Ça, c'est Hildegarde qui l'a écrit. La non-violence active et ma vie aux côtés de Jean Gosse. Oui. Et donc c'est quelqu'un qui vous a inspiré à tout point de vue, c'est-à-dire en tant que chrétien et en tant que non-violent. On se sentait tellement dans la filiation de Jean et Hildegarde qu'on a demandé à Hildegarde, depuis la création de notre association Sortir la violence, d'être membre d'honneur. Donc ce qu'elle est encore aujourd'hui, tant qu'elle est en vie. On s'est vraiment senti soutenu dans notre mission de non-violence par elle depuis le début, puisqu'on est en relation avec elle régulièrement. Voilà. Le travail peut-être le plus important que vous ayez fait, il me semble, en tout cas celui qui transpire le plus de votre livre « Entrer dans l'Évangile pour sortir de la violence », c'est une relecture de la parole des évangiles. Et les propos qu'on associe le plus à la non-violence chez le Christ, c'est ceux qu'il a prononcés dans son sermon sur la montagne. Je vais le lire. « Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Eh bien moi je vous dis de ne pas rendre le mal au méchant. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il une gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne-lui à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Ce sont des paroles dont l'interprétation a entretenu certains malentendus sur la non-violence et notamment la passivité, le côté sacrificiel, s'écraser, etc. Et dans votre livre, qui est accessible aussi bien aux non-croyants qu'aux croyants, vous revenez sur ces interprétations et vous donnez des explications assez saisissantes, de mon point de vue, sur le caractère non-violent de ces paroles. Alors, j'aimerais beaucoup qu'on s'y arrête un petit peu. Évidemment, on ne va pas tout reprendre, mais au moins sur cette idée de tendre l'autre joue, qui est vraiment, je pense, le truc qu'on entend le plus facilement sur la non-violence. Oui, je ne vais pas tendre l'autre joue non plus. Hein. Pour bien comprendre ce passage, il faut déjà retourner dans le contexte de l'époque. Il y avait un code chez les Juifs pour les mains. La main gauche, c'était réservé aux tâches impures. Et la main droite, de l'intérieur de la main droite, un Juif pouvait toucher un autre Juif égal à lui, membre du peuple choisi, pur, tout ce que vous voulez. Et du revers de la main droite, il y avait un geste qui était connu dans la société de l'époque, qui est précisément cette gifle qui part donc du revers de la main et qui arrive sur la joue droite de l'autre. Et donc quand Jésus parle de cette gifle, il parle de quelque chose qui fait partie de cette culture, de cette société. Et la grande majorité des gens savent ça. Soit ils l'ont vu, soit ils savent que ça existe et tout. Et c'est une gifle par laquelle un juif peut remettre à sa place un moins que lui, un impur. Et quand vous donnez cette gifle, vous voyez que ça a d'ailleurs tendance à renvoyer l'autre vers le sol. Hein. Et donc, qu'est-ce que dit Jésus? Quand il dit « tends l'autre joue », la première chose qu'il dit, c'est « reste pas là par terre, mais relève-toi ». Reviens au même niveau que l'autre. Donc, ne reste pas dans la passivité et la fuite. Okay, ça, c'est première chose. Alors, ça aurait pu être « relève-toi et te laisse pas faire, vas-y, hein, mais lui, montre-lui ». Et en fait, c'est pas ça non plus. Il dit « tends l'autre joue ». Si l'autre refrappe, il va frapper de l'intérieur de la main droite, ce qui pour le juif est réservé aux égaux. Et donc, il va taper c'est impur, comme si c'était impur. Et donc, en fait, ça met tout le beau système, bien élaboré, mais bien violent, il est tout d'un coup mis à mal. Okay? Quand tu tends une autre joue, qu'est-ce qui se passe? Soit l'autre est tout à coup touché, et ça vient toucher sa conscience, et il n'en remet pas une seconde. Soit au contraire, ça l'énerve. Et ça redouble sa violence. Et là, il n'en remet pas une, mais il en remet 2 ou 3. Alors là, on peut se dire, oulala, mais c'est grave ça, alors faut surtout pas faire ça. Eh bien, ça donne quelque chose d'essentiel de la non-violence. En fait, la non-violence active, elle agit comme un révélateur. Un révélateur de ce qui est caché. Ça rend la violence qui était cachée
visible. Pour la personne elle-même, jusque-là, la gifle était justifiée dans sa conscience, mais quand il en remet 2 ou 3 en plus, là, sa conscience, elle commence à bouger. Et si la sienne ne bouge pas, ce qui est possible aussi pour certaines personnes, celle de ceux qui sont autour commence à bouger. Parce que les autres, on dit « Oh, là, tu vas trop fort, hein, un petit peu ». Donc, en fait, il y a quelque chose dans le fait de tendre une autre joue, qui est en fait ne pas s'écraser soi-même, ne pas non plus écraser l'autre, mais interpeller sa conscience. C'est très subversif, en fait, ce que Jésus propose. Ce qui est très important, c'est voir que ce texte de la gifle, quand on continue le texte, on arrive sur l'amour des ennemis. Et ça, souvent, ça a été interprété comme dire, ok, aimer ses ennemis, ça c'est juste pour les saints. Et du coup, on se sent pas concerné. Mais en fait, il s'agit pas tout d'un coup d'avoir une bouffée d'affection pour celui qui m'a fait du tort, celui qui m'a mis une gifle, par exemple. C'est tout autre chose, là. C'est à un moment donné, voir dans l'autre que c'est d'abord un être humain. Ok, il a fait quelque chose qui est inacceptable, je peux pas accepter de recevoir cette gifle sans agir, mais c'est d'abord un être humain. Et donc, ce que Jésus va proposer comme attitude, en fait, c'est d'avoir comme une surabondance d'humanité et d'amour, parce qu'on pense que ça pourra toucher la conscience de l'autre qui reste un être humain, quoi qu'il ait fait. Jean Goss insistait énormément là-dessus, ce qui lui a permis de vivre des expériences très très fortes face aux nazis notamment, c'est de continuer à considérer que c'est un être humain qu'il a en face de lui et un être humain qui a une conscience, qu'on peut rejoindre. Et ça me fait penser justement à une citation de Jean Goss qui place l'amour au centre de toute démarche militante. Toutes les idéologies finissent par tuer des gens. Si vous séparez l'amour de la non-violence, vous faites de la non-violence une idéologie. Les structures qui ne sont pas habitées par la justice et l'amour n'ont aucune force libératrice ou réconciliatrice et ne sont jamais source de vie. 300% d'accord. C'est la question de faire de la non-violence ou de tout idéal un absolu, ce qui finalement nous sépare des autres et crée de la violence. Même l'amour peut être mis dans une position d'absolu si on fait un absolu de l'amour. Et ça, c'est de nouveau Jean Goss qui disait, c'est très important, c'est que si on met l'amour au centre, on pourrait, au nom de l'amour, l'Église a fait des horreurs, des parents peuvent faire des horreurs sur leurs enfants, etc. Et donc, ça revient toujours, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, c'est l'être humain qui est au centre, tout être vivant maintenant, parce que justement, on a un peu trop mis seulement l'être humain comme au-dessus là. C'est le vivant, quelque part, qui est au centre. Et c'est ça, la non-violence. C'est le respect absolu du vivant, quel qu'il soit. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire que je ne vais pas combattre. Il y a 2 pieds dans la non-violence. Le pied du respect du cadre et le pied du respect des personnes. Respect des personnes, l'autre a le droit d'exister, qui qu'il soit, quoi qu'il fasse. Respect du cadre, il y a un certain nombre de choses qui empêchent de vivre ensemble, qui sont violentes, pour nous, pour notre planète, pour d'autres. Et ça, on n'a pas à les laisser faire. Oui, c'est ça, c'est naviguer entre ces 2 pôles. Revenir au réel, c'est ce que vous disiez d'ailleurs. C'est comme quand Jean-Marie Muller, je crois que c'est dans son livre « Entrer dans l'âge de la non-violence », explique que la non-violence ne peut se vivre que de manière relative, c'est-à-dire, selon l'étymologie du mot, reliée à la réalité. Et alors, est-ce que vous auriez des exemples dans le réel, justement, de la transformation de certaines situations que vous avez pu observer grâce au processus non-violent ? Dans une entreprise dans laquelle je travaille et que le patron désire vraiment transformer, donc on parlait de cette voie de libération, et donc ça devienne beaucoup plus responsabilisant, participatif, que les gens osent prendre la parole. Et donc il le dit, il le redit, et il dit aux gens, et même s'il y a des choses qu'on a fait ensemble ou que moi j'ai décidé, vous n'êtes pas d'accord, venez me le dire, mais personne ne vient le dire. À un moment, il y a quelqu'un qui sort, mais de manière très agressive face à lui. Quelqu'un qui l'agresse en lui disant « Mais de toute façon, il y a les paroles, mais après, dans le reste, c'est tout l'inverse, et de toute façon, on ne pourrait jamais s'exprimer et tout. » Alors, dans un premier temps, il se sent très agressé. Et puis, pour finir, il essaye justement de dissocier ce qui était violent dans la manière dont cet employé s'est adressé à lui. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose là derrière que j'ai quand même à recevoir ? Il s'est rendu compte qu'en fait, oui, il y a les mots qu'il disait, mais que par ailleurs, c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un qui a une énergie débordante, c'est quelqu'un qui résout les problèmes beaucoup plus vite que tout le monde et qui est assez sauveur aussi dans sa manière de faire. Donc, dès qu'il y a un problème, on va trouver une solution et on va le faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il disait ça, mais il a depuis toujours agi en solutionnant 90% des problèmes, beaucoup plus vite que les autres. Et en fait, même en le disant, il continue à faire ça. Et tout à coup, il prend conscience de ça, sur base de ce que l'autre l'a agressé.
Et puis, il revient et il dit ça à ses associés. Attendez-vous à ce que je change. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment vu que quelque chose a démarré dans l'entreprise. Il y a des gens qui ont osé prendre la parole. Il y a vraiment une dynamique participative qui s'est mise en place et tout ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est mis en route. Mais il y avait quelque chose de bloquant dont il n'était pas du tout conscient. Au fond, il n'offrait pas l'espace à l'autre. Voilà. Et la roue du changement de regard nous aide bien à voir ça, justement. Voir que l'autre, parce qu'il me voit, le tout parfait, qui réussit tout, etc., et ben, se sent lui-même tout rayé et a l'impression qu'il n'arrivera jamais à être aussi bien que moi. Et donc, insidieusement, une forme de violence comme ça se met en place entre nous. Et donc, pour la personne qui est perçue comme tout transparent, ça va être vraiment toute une démarche de pouvoir montrer en fait que, ben non, là où elle essaie, justement, lui, il essayait de bien faire. Et en essayant de bien faire, il faisait pas bien, puisque ça n'aidait pas les autres à libérer la parole. Donc, et de vraiment pouvoir entrer dans sa vulnérabilité. Il y a une dimension de vulnérabilité dans la non-violence qui est vachement importante. Oui, et ça, c'est un point qui me passionne en ce moment, justement, sur le fait que la force de la non-violence, c'est quelque part la plus grande faiblesse humaine, qui est notre vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est notre interdépendance qui fait notre force, puisque quelqu'un de seul ne peut jamais rien faire. Et pourtant, cette interdépendance nous rend vulnérables sans cesse. Ben pour moi, une des choses qui est essentielle, c'est en tant que formateur, en tant que coach, accompagnateur, facilitateur, justement, pouvoir reconnaître là où moi je suis pas non-violent, là où moi je suis pas cohérent avec ce que je suis en train pourtant d'essayer de leur transmettre et de vivre avec eux, eh ben en fait c'est extrêmement important. Et pas de manière abstraite, mais dans ce qu'on est en train de vivre ensemble. C'est-à-dire, à la limite, quand je suis pris en défaut de cohérence, avant, j'avais peur de ça. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand notre rayé nous apparaît, on se sent tout rayé et donc on ne se sent pas bien. Mais maintenant, j'ai découvert qu'en fait, quand ça se passe, c'est une chance. C'est grâce à ça que quelque chose va pouvoir s'ouvrir chez les gens avec qui je travaille, parce que justement, je ne vais plus être l'espèce de surhomme qui, lui, ça fait 30 ans qu'il travaille la non-violence et qui est facile à ouvrir la relation et qui ci, qui ça. Ah non, j'y arrive pas. Ah non, là, je suis désolé. Là, la manière dont je t'ai répondu, j'étais vraiment dans défendre ma vérité. J'étais en train de me défendre et je t'ai vraiment pas écouté. Et en fait, ce que je me permets à moi, je le permets aux autres. Et donc, les gens, s'il nous engage, c'est parce qu'en principe, on sait mieux qu'eux. Ça fait plus longtemps qu'on le fait. Et en même temps, là, non. Si moi j'ai le droit d'être vulnérable, eux tous ils ont le droit d'être vulnérables. Et là vous voyez que tout se libère directement. Donc moi je considère ça plus, je le fais pas exprès d'être à côté, mais de toute façon j'ai pas besoin de faire exprès. Mais je veux dire, dès que je le fais, le voir, le reconnaître et le dire, ça change énormément de choses dans ma relation groupe, mais dans tout le groupe en face, pour les personnes. Et oui, et pour nous, ça nous est arrivé souvent avec nos enfants aussi. D'ailleurs, moi, dans les sessions, quand quelqu'un me dit « je suis non-violent », je lui demande toujours « est-ce que vous avez des enfants ?» Parce que je crois que quand on est des enfants, on peut pas se leurrer. Le nombre de fois où, effectivement, j'ai pas été adéquate, j'ai pas été juste. Et je me souviens même une fois qu'avec Paolo, un matin, on doit partir à l'école, il a gym ce jour-là, il doit avoir ses baskets, et il les avait oubliés après l'entraînement la veille au soir. Et donc, moi, je suis vraiment énervée parce qu'en plus, ce jour-là, c'était le voisin qui les accompagnait en voiture et que quand on est en retard, soit il part sans nos enfants, soit il me fait sentir que vraiment c'est inacceptable. Donc, j'étais très stressée moi-même et donc je dis « Ah, mais Paolo, c'est toujours la même chose avec toi, il y en a ras-le-bas, tu peux quand même pas faire attention, tu oublies toujours tes affaires. » Et puis, au moment de lui dire au revoir, alors que le voisin attendait énervé, je vois complètement défait, vraiment très mal. Et puis, il devait partir. Donc, voilà, il est parti. Et moi, j'étais là, avec mon cœur de maman, je me dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait là? Et dans quel état il est pour commencer sa journée? Et puis, prenant conscience qu'en plus, je lui ai déversé tout mon stress. Et donc, voilà, ça m'a travaillé toute la journée. Alors, quand il est rentré de l'école, du coup, je lui ai dit, écoute, en fait, Paolo, quand tu disais que c'était pas vrai, que tu oubliais toujours tes affaires, etc., tu as raison. Il y a toutes les fois où, en fait, et qui sont la majorité du temps, où tu reviens avec tes affaires et c'est très chouette. Et ça, je te le dis pas. Et de mon côté, moi, je me rends compte que ce matin, j'ai été terrible avec toi parce que j'étais stressée parce que le voisin allait partir et tout, et que ça t'appartenait pas. Et c'était tout à fait injuste que je sois comme ça avec toi. Et voilà, je peux réparer quelque chose avec la non-violence. J'ai vraiment blessé mon enfant, je me suis blessée moi. J'ai l'occasion de le réparer. Et je crois que ça fait vraiment quelque chose sur l'enfant. Parce que je crois que le traumatisme, il est vraiment... J'aurais presque envie de dire nettoyer chez lui par rapport à ça. Il est vraiment oui, il se sent rétabli dans sa vérité. Dans sa vérité, ouais, et dans l'amour.
Alors, on a bien compris que la non-violence était un prolongement de votre foi. Est-ce qu'elle a mis aussi à l'épreuve votre foi ? Et est-ce que parfois votre appartenance à l'Église a pu constituer un obstacle à l'application de vos principes non-violents ? Oui, j'ai beaucoup à cœur aussi parce que c'est vrai que si on est chrétien, pour moi la non-violence, elle appartient pas aux chrétiens, elle est dans toutes les traditions religieuses. Et nous, on a beaucoup reçu de frères musulmans, de frères bouddhistes, de frères hindouistes, de gens qui sont dans le chamanisme, dans d'autres, qui nous ont vraiment, tout en restant bien ancrés dans notre chemin, notre tradition, mais on a énormément reçu. Et pour moi, c'est très important. Et évidemment, par rapport à l'Église, oui, très souvent, ça nous met en porte-à-faux, très marginal, en désaccord avec, en tout cas, ce que nous pensons que Jésus est venu nous inviter à vivre. Et donc aussi d'oser à ce moment-là, si c'est l'Église en général, on ne sait pas parler à l'Église en général, mais si c'est quelque chose qu'on vit avec d'autres, avec un prêtre, avec d'autres chrétiens ou quoi, d'oser le dire, même si parfois on va se faire taxer de, peu importe les qualificatifs, mais ou rejeter, ou on n'est pas dans la norme en tout cas. Rien. Ouais, et je crois qu'il y a une part de souffrance aussi. Je me souviendrai toujours en Équateur. Un jour, on a assisté à une Eucharistie et c'était une église un peu traditionnelle. Et le texte est justement sur la gifle et l'amour des ennemis. Et vraiment, moi, je me souviens, j'étais révoltée par la façon dont le prêtre disait « Vous êtes pauvres et donc tendez l'autre joue et de toute façon, le royaume des cieux est à vous. » Donc, il utilisait... Dans la vie après. Et moi, j'étais en colère, en disant « Mais qu'est-ce qu'il est en train de leur dire ?» Et j'étais vraiment à deux doigts d'aller le voir après la messe en disant « Écoutez, c'est scandaleux ce que vous dites. » Et puis, je me suis rendu compte que l'état de colère qu'il y avait en moi faisait que je ne pouvais que le voir rayer et que j'étais dans l'incapacité à ce moment-là d'aller à la rencontre de lui sans lui asséner ma vérité finalement. Et je trouvais que c'était important de me dire, ben oui, il y a cette colère, mais là c'était une colère contre l'autre. Et on voit dans l'évangile, c'est très très fort que Jésus fait la différence entre la colère contre et la colère pour. C'est très important la colère, elle nous dit qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est blessé en nous, donc elle a un message à nous délivrer et une énergie. Mais si après cette colère m'amène à aller dans une contre-violence, dans la destruction ou la négation de l'autre, et c'est vraiment une colère contre, elle est dans la violence. Alors que la colère pour, c'est la colère qui s'indigne d'une injustice, et elle est très importante en non-violence. Gandhi disait qu'il se sentait plus proche de quelqu'un de violent que de quelqu'un de passif, parce que le violent, au moins, il réagit à la justice, à la violence, et il va agir. Alors, il n'agit pas avec les mêmes moyens, il n'est pas en accord sur les moyens, mais il agit. Mais la colère pour, c'est la colère qui va dire, ben là, non, je ne peux pas accepter ça, et à ce moment-là, je vais agir pour stopper quelque chose qui n'est pas juste. C'est une colère pour faire passer la vie, en fait. C'est taux de la vie qui est stoppé pour lui permettre de passer. Mais souvent, on est effectivement en porte-à-faux avec certaines attitudes, certaines homélies, certaines lectures qui, pour nous, éloignent plus. Par exemple, tout ce qui est la lecture du péché, mais qui culpabilise et qui enferme dans le sens de, oui, vivre avec notre vulnérabilité, comme on le disait, mais pour être plus vivant. Et c'est ça qui, normalement, est au centre. Quand on voit ce que Jésus fait avec tous ceux qui étaient tout rayés à l'époque pour la société de l'époque, avec tous ceux qui sont là, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur montre, mais pas par des discours, par des gestes, par des actes, par des relations ensemble, tu n'es pas que rayé. Donc, quelque part, il vient libérer, il vient pas culpabiliser. Et malheureusement, dans un certain nombre de façons de reprendre ça culpabilise, ça enferme, et ça c'est pas juste. Pour moi, il y a quelque chose qui est quand même assez fort, c'est que les chrétiens, tout le monde voudrait bien ressusciter dans sa vie et de manière personnelle. On voudrait tous être plus vivants, avoir une vie plus intense et tout. Mais seulement, personne ne veut mourir. Sans mort, il n'y a pas de résurrection. Première chose. Et deuxième chose, pour la plupart, et tous les chrétiens vont dire, le lieu de la révélation la plus forte, c'est le Christ sur la croix. Si ça, c'est pas un lieu de violence, alors je sais pas ce que c'est. Et ce qui me frappe, c'est qu'en même temps, on fuit tous le lieu de la violence. Et donc là, il y a aussi quelque chose. Qu'est-ce qui se passe au sein de la violence si on parvient à rester ? Il y a quelque chose de l'amour qui peut se révéler de manière tout à fait incroyable, mais pourtant, on a peur et on évite ce lieu-là. Et au lieu de la croix, Jésus est en train de nous dire, eh bien, Dieu, si l'on pense qu'il est fils de Dieu, préfère
se laisser tuer et mourir plutôt que de nous faire du tort, plutôt que de nous renvoyer la violence et la mort. C'est le summum de la non-violence, quoi. C'est que je préfère prendre sur moi la violence plutôt que de la faire à l'autre en face de moi. Je continue à aimer jusqu'au bout, et aimer, c'est pas prendre la vie de l'autre, c'est plutôt quelque chose dans l'amour jusqu'au bout, infini. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui, Ariane et Benoît, dans cette époque si troublée, si éloignée, semble-t-il, du message de Jésus ? Pour le moment, on est très fort travaillé par toutes les questions de notre futur commun. Pour nous, ce qu'on est en train de vivre, par exemple le Covid, là, c'est vrai que c'est une crise et que c'est difficile, mais ce qu'il est probable que nous traversions, nous et pas que l'humanité, et toutes les formes de vie dans le futur, risquent d'être des crises beaucoup plus importantes que ce qu'on est en train de vivre. Et ce qui est assez difficile à vivre pour moi, en tout cas dans ce qu'on vit pour le moment, c'est que j'ai plutôt l'impression que cette crise a renforcé la violence au sens de celle où commence la violence, donc dans le sens les gens qui pensent moi j'ai raison et les autres ont tort, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, que ce soit les pros ou les anti-vax, chacun jugeant ceux de l'autre côté, et puis même la manière dont ça gère au niveau du pouvoir, au niveau des médias, où certains discours ont toute la place et d'autres n'ont pas le droit d'être. Moi ça me fait mal, j'ai une tristesse, parce que je pense que pour nous en sortir face aux défis beaucoup plus grands que le Covid du futur, la première chose ce sera d'apprendre à vivre ensemble, et y compris avec nos diversités, avec nos différences, et avec même les choses qui ne sont pas toujours compatibles. Et pour le moment, c'est pas vraiment ça qui se passe, donc je trouve ça difficile. En même temps, je ne perds pas l'espoir, parce que comme on a parlé par rapport à la gifle, parfois il faut que la violence redouble pour qu'elle devienne plus visible et pour qu'un changement se fasse. Donc, ma lecture non violente me fait dire que même si je souffre pour le moment de ce qui est en train de se passer et de la manière dont notre société vit cette épreuve du Covid, eh ben oui, la violence est en train d'être redoublée et même plus. Peut-être que c'est comme un accouchement, les premières contractions, et qu'on a besoin de ça pour quelque part passer à autre chose. Et en fait, on a vu énormément de très beaux projets, vraiment de choses formidables, que ce soit dans le développement, mais depuis qu'on est rentré aussi en Europe, etc., qui capotent pour des problèmes de relations humaines. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de prendre soin des relations, de se vivre ensemble, de comment on résout les problèmes, comment on se met autour de la table, comment on accueille la diversité, parce que la vie a besoin et se déploie dans la diversité, et ça doit être vrai dans la diversité des opinions et des points de vue entre êtres humains quand on fait face à la crise. Et donc, ça, en tout cas, ça nous motive vraiment à continuer ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit Benoît plus dans le milieu d'entreprise, moi avec sortir de la violence dans le milieu non marchand. C'est donner cet oxygène, parce qu'on voit qu'il y a des tas de gens qui ont envie de faire des choses, qui ont l'énergie, qui ont le cœur à ça, mais qui souvent sont démunis parce que ça produit l'inverse de ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne sont pas conscients de tous ces mécanismes de relation qui fait qu'on rentre dans la polarité et qu'on devient contre. Et alors ça m'amène à une question... je trouve vraiment brûlante sur ce sujet de la crise du Covid, parce que moi je vois même dans les milieux militants, les gens sont divisés dans les familles, etc. Est-ce que cette aspiration à prendre soin de la relation dont vous parlez ne freine pas sur le fait de dénoncer la violence, dans le sens où là, la violence, c'est mon point de vue, là que j'exprime, la violence de l'État, pour moi, est très visible maintenant. Et peu de gens la dénoncent, on parlait de la passivité, peu de gens la dénoncent, et peu de gens la dénoncent aussi de peur d'abîmer des relations. Et ça, c'est un questionnement personnel là que je vous pose. Le risque est évidemment là. Et pour moi, ce dont vous parlez est de nouveau cet équilibre, respect du cadre, respect des personnes, cet aspect où on est dans la relation et en même temps, on doit oser dire, dénoncer ce qui détruit. Donc c'est un équilibre très difficile à tenir. On est vraiment sur une crête ou sur une corde. En tout cas, nous, ça fait 30 ans qu'on le cherche, on ne prétend pas l'avoir trouvé, et chaque fois qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, et parfois on se sent vraiment très impuissant. Donc oui, on est parfois plus d'un côté, on est parfois plus dans le dénoncer, on est parfois plus dans la relation. Comment tenir ces deux côtés ensemble? Et ça, c'est le grand défi pour moi de la non-violence. Si on n'est que d'un côté, c'est pas juste. Maintenant, pour moi, il y a une étape qui est importante où il faut faire attention de ne pas mélanger entre de la passivité et le temps dont on peut avoir besoin. Parce qu'il peut y avoir des situations où là, on n'est pas d'accord, on sent qu'on doit agir, mais qu'on sent, c'est un peu ce que je racontais avec le prêtre, là, on sent qu'à ce moment-là, on renforcerait la violence si on agit à ce moment-là, parce qu'en soi, on est plus habité par sa souffrance, par son point de vue, et qu'on est incapable d'entrer de façon ouverte en relation avec l'autre.
Et donc, il y a un je fais rien, et je fais rien parce que de toute façon, à quoi bon, je sais pas quoi, donc j'abandonne quelque part. Et donc là, je suis dans une forme de violence qui est la passivité. Mais il y a le je fais rien, mais ça continue de m'habiter, ça continue de me travailler. Je suis en recherche de comment je vais pouvoir entrer en relation avec l'autre. Et là aussi, de voir le bon moment et le bon endroit pour le faire. Moi, je crois qu'il vaut mieux agir, quitte à se tromper, et puis reconnaître, que d'attendre et de ne pas oser agir parce que, soi-disant, on ne serait pas parfait. Oui, parce que peut-être que ce prêtre, même si vous aviez... peut-être qu'il aurait réagi, il aurait entendu, ça aurait pu le retourner, on ne sait jamais. Tout à fait. Mais en fait, je crois que moi, je n'étais même pas prête à faire la démarche. J'avais trop peur de ma violence, finalement. Oui, mais je comprends. C'était peut-être une erreur. On ne sait pas, parce que c'est aussi très important, c'est vrai, ce moment juste qu'on sent. C'est comme quand on est très en colère avec son conjoint, si on lui balance tous nos reproches là, c'est fini. Alors que parfois on prend le temps que la colère descende et on peut le dire. Ouais. Et je me souviens d'un exemple très fort que j'ai vécu avec Benoît, même si c'était il y a quelques années. Un jour, il rentre du boulot, sa journée avait vraiment pas été facile et moi j'étais dans la cuisine, le repas n'était pas prêt, les enfants, ils n'avaient pas tous fait leurs devoirs, les petits, je les avais pas baignés, enfin c'était le bazar. Bon, et j'avais mes raisons pour le fait que ce soit le bazar. Mais toujours est-il que Benoît arrive, il me dit pas bonjour, et il me dit juste, quoi, le repas n'est pas prêt ? Donc moi, j'ai hyper mal pris, parce qu'il m'a même pas demandé ce qui se passait, comment ça se faisait, rien, quoi. Il s'est pas intéressé à moi. Mais à ce moment-là, j'ai en même temps eu l'intuition et senti que c'était quand même pas comme ça qu'il faisait d'habitude. Et du coup, j'ai pris sur moi, à ce moment-là, de ne pas réagir. Ce qui n'est pas de la passivité. Enfin, ça aurait pu en être, mais sur le moment, je me suis dit, si je réponds, là, on est parti dans l'escalade, ça va pas aller. Donc, je me suis, en quelque sorte, écrasée un moment. Et puis, le soir, où après, les enfants étaient couchés, etc., qu'on était plus tranquilles à nous deux, mais je lui ai dit, j'ai pu lui dire à ce moment-là, tu vois, voilà, Benoît, quand t'es arrivé tout à l'heure, tu m'as pas dit bonjour, tu t'es même pas soucié de savoir pourquoi j'étais en retard, rien n'était prêt, ça a été très dur pour moi. Et j'ai pu en reparler très calmement, et lui a pu reconnaître aussi qu'il m'avait agressé. À ce moment-là, c'est pas de la passivité. Mais si après on n'en fait rien, ou qu'on laisse me dire, bon, après, tant pis, voilà, c'était comme ça. En fait, ça va dans ce que nous, on appelle la poubelle relationnelle. Et ça s'accumule et ça pourrit. C'est pas du compost, là. C'est vraiment la poubelle, ça pourrit, c'est dégueulasse. Et il y a un risque, à un moment donné, il y a un mot de trop. Et alors là, du coup, je déverse tout à l'autre. Et l'autre va dire, mais enfin, attends, je t'ai juste dit ça, qu'est-ce qui t'arrive ? Et donc, de prendre soin de notre poubelle relationnelle, c'est très important. C'est-à-dire de voir toutes ces choses qu'on accumule, où on n'a rien dit, où on a été passif. Et aller oser dire, bah tiens, là, il y a telle chose qui m'a blessée, qui m'a dérangée, et aller voir l'autre, quoi. Alors pour conclure, si vous deviez aujourd'hui revoir le jeune homme ou la jeune femme que vous avez connu il y a plus de 30 ans, que lui diriez-vous ? Qu'est-ce que je te dirais, Benoît ? Si je te voyais tel que tu étais. Moi, ce que j'aime beaucoup du chemin que tu as fait en lien avec la non-violence par rapport à qui tu étais, c'est que j'ai l'impression que tu as gardé toute cette force, cette conviction qui est en toi, mais qu'en même temps, quelque chose s'est apaisé, quelque chose s'est adouci en toi et accueille. Moi, je me sens profondément accueillie et je sens que je peux être de plus en plus vulnérable vis-à-vis de toi, que je vais être accueillie là-dedans et pas enfermée, jugée, etc. Et donc ça, je crois que c'est vraiment la plus grande évolution que je vois et qui me fait du bien dans l'homme que tu es aujourd'hui. J'aime le chemin qu'Ariane a fait, mais le chemin que nous avons fait ensemble. Et que pour rien au monde, je voudrais que ma vie soit différente. Donc, si on me disait aujourd'hui, tu peux changer, qu'est-ce que tu fais ? Non, je refais. Parce que je trouve que dans ce chemin, dans cette recherche de cette force de l'amour, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Je vais parler pour moi, si Ariane n'avait pas été à mes côtés dans toutes ces étapes. Je pense que c'est pareil pour Ariane. Et que notre couple aussi, il y a tout ce que nous avons construit là. Et donc, pour moi, je sens bien que j'ai beaucoup reçu. Il y a une force, il y a un amour, il y a des tas de choses qui sont passées à travers Ariane pour moi et de moi vers Ariane qui nous ont amenés beaucoup plus loin que où on aurait pu aller chacun de notre côté. Et c'est vrai que ça nous arrive souvent de nous dire mais si on n'était pas tous les deux ensemble sur ce chemin, qu'est-ce qui se serait passé ? Parce que le fait de pouvoir en parler, de pouvoir parler de notre propre violence avec l'autre, de pouvoir cheminer, être accompagné et s'accompagner mutuellement,
C'est une grande grâce. Merci beaucoup, Ariane et Benoît. Merci Célia. Merci. Et bonne continuation. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons ponctuels ou réguliers en cliquant sur l'onglet « Soutenir » du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Ahimsa. Changeons de regard, seulement de regard. Tout le reste suivra et même nous précédera. C'est par mon regard que je me ferme, que je me relie au monde. C'est par mon regard que je me blesse ou que je rentre dans la ronde. C'est par mon regard que je te perds ou que je vais à ta rencontre. C'est par mon regard que je suis sourd ou que je m'ouvre à ton écoute. Changeons de regard, seulement de regard. Tout le reste suivra et même nous précédera. C'est par mon regard que je me déteste, exigeant de moi l'impossible. C'est par mon regard que je te compare, que j'oublie ta propre lumière. C'est par ton regard, ton seul regard, que tu fais fondre les barrières. C'est par ton regard, ton seul regard, qu'une joie monte au fond de moi. Changeons de regard, seulement de regard. Tout le reste suivra et même nous précédera. C'est par ton regard, ton seul regard, que tu m'invites sur ton île. C'est par ton regard, ton seul regard, que se dévoile l'embellie. C'est par ton regard, ton seul regard, que se réveillent mes possibles. C'est par ton regard, ton seul regard, que peut se dire l'indicible. Changeons de regard, seulement de regard. Tout le reste suivra et même nous précédera. Changeons de regard, seulement de regard. Tout le reste suivra et même nous précédera. Changeons de regard.